De Congolokoli en marge de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition célébrée les 23 août de chaque année. Le professeur Mputu Mwamba, chef des départements de sciences historiques de l'UPEN, nous retrace dans son exposé la route de l'esclavage. À mon niveau d'historien, je me limite tout simplement à vous retracer comment a-t-on procédé à des razzias, des rafles honteuses. Et quels itinéraires prenait-on pour acheminer les esclaves africains à destination d'exploitation? Sous forme de ce qu'on a appelé commerce triangulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, ça a été déclenché par les Portugais qui venaient en Afrique avec la pacotille, qui les échangeaient contre les esclaves. Ils prenaient ces esclaves, ils les amenaient en Amérique. Et de là, ces gens-là étaient affectés dans des plantations de canne à sucre. Et finalement, ils partaient avec le produit obtenu pour aller fabriquer de l'alcool ou autre chose dans les distilleries européennes. Alors, il n'y a pas seulement les Portugais, mais il y a eu aussi les Britanniques et les Français. C'est là où on trouve une grande partie des Noirs qui étaient emportés en Amérique du Nord et de les Antilles, ça veut dire à Saint-Domingue, à l'actuelle Antilles, et ainsi de suite. Mais, en ce qui concerne l'Afrique au sud du Sahara, Afrique au sud du golfe de Guinée, il y a eu une autre forme de traite, ça veut dire, c'était la traite en direct. En direct, ça veut dire, ils raflaient les hommes à partir de la partie qu'on appelait Congo angolaise, et les acheminer directement au Brésil. C'est là qu'on trouve la plupart des Congolais, et surtout ceux qui appartiennent à l'ethnie Congo, puisque c'est l'ethnie qui était mal vue, qui était à la côte à cette époque-là. Et maintenant, après cela, la traite qui est beaucoup plus connue, celle du XVIe siècle, la traite atlantique, il y a eu une autre forme de traite, une autre étape qui a commencé depuis très longtemps, qui s'est perpétuée d'ailleurs, mais surtout au XIXe siècle, c'est la traite orientale, la traite indienne, qui a été initiée par le sultan d'Oman, qui avait besoin de bras pour faire fonctionner ces plantations qui étaient dans les îles de Comores et de la Mayotte, voire sur la côte atlantique, notamment à Zanzibar. C'est ainsi que la petite île de Zanzibar est devenue le centre, l'épicentre même du commerce des esclaves en Afrique à cette époque-là, qui venait de l'Orient. Alors, il y a eu un sultanat au Zanzibar qui était dirigé par un certain, il s'appelait Ahmed Ben Mohamed, connu sous le nom de Tipotip, qui était originaire de Zanzibar. Il était en quelque sorte arabisé, et il était musulman. Il était engagé au service des Arabes, du sultan d'Oman, pour commencer à traiter des Noirs. Lui au moins s'est introduit jusqu'au centre du Congo. Nous pouvons noter, puisque nous parlons du Congo, qu'il y a eu d'abord 4 routes. Il y a eu la première route du nord qui partait de lac Victoria jusqu'à Mombasa, vers Ouganda. Mais cela n'a pas concerné le Congo. Mais il y a eu de nouvelles routes. Par exemple, la route qui est partie de Bagamoyo, Tabora, Ujiji, partait du Maniema. Une autre route partait directement d'Ujiji, de Stanley Falls, qu'on appelle aujourd'hui Kisangani, jusqu'à Ujiji, jusqu'à Zanzibar. Alors c'est ainsi qu'on peut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que la RDC, c'est l'un des rares pays en Afrique ayant connu plusieurs formes de traite. C'est-à-dire la traite occidentale d'abord, atlantique,
et la traite orientale, qui est bien mieux connue puisqu'il y a des vestiges jusqu'aujourd'hui, il y a des sites archéologiques, et la traite aussi méditerranéenne. Méditerranéenne, on n'a pas vraiment de statistiques puisqu'on estime qu'il y a des populations comme les populations Mbandi, les populations Bouza, populations Boa et d'autres populations d'origine congolo-soudanaise qui ont été frappées, mais avec réserve, on estime qu'ils n'ont pas été frappés. Pourquoi? Puisque cette partie du territoire est constituée par une forêt dense et ces gens-là ne pouvaient pas pénétrer dans la forêt pour rafler les hommes. C'est pourquoi on garde encore beaucoup de réserves. Alors, si on se réfère au bilan, les effets démographiques, bien qu'objet de spéculation, ces effets ont été importants. Le calcul est difficile à établir. Les chiffres ne sont connus que pour la traite atlantique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est sous l'influence des Afro-Américains eux-mêmes, leur puissance. Ils ont fait des démarches, et ils ont trouvé peut-être des archives, et ils ont pu dénombrer combien de Noirs ont été emportés chez eux. Pour le professeur Manda Tcheboa, professeur de l'INA et directeur de cabinet au ministère de Culture et Arts, nous parle des productions vernaculaires créoles dans les Amériques et les Caraïbes, héritage de la traite négrière. Je vous laisse le suivre. C'est ce que soulignait notre collègue tout à l'heure. Simplement parce que, en partant d'Afrique, aucune comptabilité n'est tenue, personne ne sait qui est parti de l'autre côté, parce qu'il n'y avait aucun registre dans lequel on notait le nom de qui que ce soit. Parce que les gens partaient d'Afrique avec leur nom africain, mais arrivés de l'autre côté, on effaçait leur nom, ils prenaient le nom du patron de la plantation. Vous avez tous vu le film Roots avec Kunta Kinte. Comment on l'a conditionné pour qu'il abandonne et qu'il oublie son nom d'origine. Alors, moi, tout ça, c'était pour vous rappeler que nos ancêtres à nous, puisque nous célébrons cette journée sur une terre Congo, et c'est là-dessus peut-être que je vais mettre beaucoup plus d'accent, nos ancêtres ont alimenté le Nouveau Monde. Ce qu'on appelait le Nouveau Monde, c'est, par rapport à l'Europe, bien sûr, c'est les Amériques du Nord, la Mésoamérique, les Amériques latines et lusophones, et bien sûr les Caraïbes. Nos ancêtres ont alimenté culturellement, artistiquement, toute cette partie du monde. Ils sont partis sous l'étiquette d'esclaves, mais c'est les esclaves qui étaient talentueux. Et c'est au sein de ces esclaves, et je voudrais peut-être ouvrir une parenthèse pour vous dire que rien que sur l'île de Haïti, enfin Saint-Domingue à l'époque, mais qui est devenue Haïti aujourd'hui répartie en deux, vous avez la partie française, à partir d'une convention qui est restée Haïti, et l'autre partie espagnole s'appelle Santo Domingo, qui a gardé le nom d'origine. Là aussi, vous avez deux catégories d'esclaves noirs. Vous avez ceux originaires de l'Afrique de l'Ouest et ceux originaires de toute la partie centrale, c'est-à-dire les Bantous, ce qu'on appelle le Congo-Bantou. Et là aussi, selon les statistiques que nous avons recueillies, 48% des Noirs de Haïti sont originaires du Congo. Voilà pourquoi, quand nous allons remonter jusqu'à la Nouvelle-Orléans, parce qu'à partir de 1791, c'est ça qui a donné lieu à la célébration d'aujourd'hui, quand les événements de Toussaint l'ouverture s'enclenchent à Haïti, tous les Blancs qui sont dans l'île vont fuir cette île. Il y en a qui vont se réfugier à Cuba, d'autres vont se réfugier aux Bahamas, Honduras. Il y en a qui vont aller directement à la Nouvelle-Orléans, qui est à l'origine espagnole et qui va devenir française après. Et Napoléon va la revendre à Jefferson à 20 millions de dollars à l'époque aux États-Unis. Alors, Haïti est le pays qui reçoit finalement la synthèse créole de tous les Noirs qui viennent d'Afrique. Et c'est là que va naître le jazz. Et ce jazz, qui est la première forme de musique universelle aujourd'hui, est né sur un espace qu'on a appelé Congo Plains, c'est-à-dire les plaines du Congo. C'est un espace vide où il n'y avait rien, une brousse, où les esclaves qui n'avaient pas le droit de se distraire, qui n'avaient pas le droit de pratiquer leur culture, avaient bénéficié ne plus que d'une petite permission pour aller s'amuser les dimanches. Alors,
ils ont choisi un espace vide, ce qu'on appelle les plaines du Congo. Et cet espace, plus de 50 ans plus tard, va prendre une nouvelle appellation qui est la plus connue, c'est Congo Square. Congo Square, c'est-à-dire la place Congo. Et il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que plus tard, quand la guerre entre les nordistes et les sudistes, la guerre interne civile américaine se déclenche, eh bien, un général sudiste qui s'appelle Beauregard, qui s'est particulièrement distingué, va certainement influencer les gens de la Nouvelle-Orléans, et ils vont débaptiser cet endroit qui s'appelait Congo Plains, ensuite Congo Square, ils vont l'appeler Beauregard Square. Alors, cet espace va porter ce nom pendant autant d'années, jusqu'en 1980, donc plus près de nous, et voici, comme par hasard, une nouvelle débaptisation arrive sur le même endroit, à la Nouvelle-Orléans, si vous allez aujourd'hui, eh bien cet endroit est aujourd'hui envahi par des maisons modernes. Alors ils ont gardé symboliquement l'espace, le bout de terrain sur lequel les anciens esclaves s'amusaient, et cet espace a été dénommé aujourd'hui Louis Armstrong Park. Et heureusement pour nous, la boucle est bouclée parce que on retrouve en quelque sorte la trace Congo à travers ce nom autour duquel une certaine théorie fait remonter Armstrong au Congo. Et lui-même, à la recherche de sa racine, est passé par ici en 1960, vous vous en souvenez. Il a été accueilli ici, il a joué au stade Tata Raphaël et au parc de Boc. On l'a débaptisé Okoka Lokole par les Congolais qui ont accueilli, en se descendant d'esclaves, un de leurs qui était parti il y a 5 siècles et qui est revenu à la recherche de sa racine. Donc la boucle est bouclée, le Congo a donné son nom à un espace culturel qui a donné la naissance au jazz moderne. Et le jazz, je ne vais pas entrer en détail de ce phénomène, je voudrais simplement... Je voudrais vous renvoyer à cet ouvrage que j'ai consacré à ce phénomène. En fait, le livre s'appelle « Aux sources du jazz noir de Congo Plains à Léopoldville », dans lequel, en fait, apparemment, c'est un titre qui évoque peut-être une recherche musicologique, mais en réalité, c'est un travail interdisciplinaire qui combine à la fois toutes les recherches de l'historiographie liée à la traite négrière et les productions vernaculaires qui renvoient à mon sujet. Et parmi les productions vernaculaires que les Noirs originaires du Congo ont offert à l'humanité, il y a le jazz. Le jazz qui est porté aujourd'hui par sa plus grande figure, la figure la plus emblématique, qui s'appelle Louis Armstrong. Bien sûr, il n'est pas le seul, il y a plusieurs acteurs tout au long de cette histoire qui commence par la plantation, dans laquelle les Noirs poussent des cris, qu'on appelle holler, qui sont des cris et qui vont intégrer le blues rural. À partir du blues va naître ce qu'on appelle d'autres formes de musique et qui vont transiter par le gospel et toutes les musiques à vocation confessionnelle, dont vont s'inspirer beaucoup de musiciens noirs aux États-Unis aujourd'hui, parmi lesquels Michael Jackson, James Brown et tout ce que vous connaissez comme figure emblématique de la musique noire. Alors pour les détails, je vous renvoie à cet ouvrage. Alors là, c'est la partie États-Unis. Quand nous arrivons à Cuba, alors Cuba, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, l'île la plus blanche de la Caraïbe, parce qu'elle est espagnole à l'origine, découverte par Christophe Colomb en 1492, mais c'est à partir de 1511 que la première fournée des Noirs débarque dans cette île. Et ces Noirs viennent de l'Espagne, qui est la métropole, de la partie sud. Toute la partie sud avec les principales régions comme la Murcia, l'Estremadura, Galice, etc. Ce sont ces régions qui vont fournir tous les colons qui vont aller habiter ce qu'on appelle l'Empire hispanique, qui s'est implanté aussi bien dans la Caraïbe que dans toute l'Amérique, la Mésoamérique et l'Amérique latine. Alors parmi les 20 esclaves noirs qui débarquent à Cuba en 1311, vous avez à peu près 7 esclaves d'origine Congo, mais qui ont été acclimatés, c'est-à-dire d'abord rasiés en Afrique centrale, renvoyés en métropole. Ils ne sont pas allés directement dans les Amériques parce que le commerce transatlantique n'était pas encore autorisé à cette époque. Il y en a qui ont passé 70 ans en Espagne.
Donc c'est ce qu'on appelle là-bas dans l'anthropologie créole les ladinos. C'est des esclaves acclimatés de première génération. Ils sont familiarisés à la langue espagnole qu'ils parlent couramment avec une certaine préciosité. Ils sont baptisés chrétiens, catholiques. Ils ont donc en eux toute la tradition et les dogmes catholiques. Alors ceux-là arrivent à Cuba et c'est eux qui vont servir d'auxiliaires aux prêtres qui sont affectés là-bas. Et c'est à l'intérieur des églises que naissent les premières formes de musique créole au cours desquelles les Noirs, toutes tendances confondues, vont apporter leur sensibilité africaine. Bien sûr, on va leur apprendre à jouer le clavecin, l'harmonium et aussi une guitare qu'on appelle trèche. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont vu cette guitare. La guitare trèche en espagnol, ça veut dire trois. Évidemment, trèche, pourquoi? Parce qu'elle a 3 chœurs de cordes. C'est des cordes en double qui sont réglées avec une octave de différente chacune et qui sont jouées en acoustique. Alors cette guitare a été introduite par les colons espagnols dans leur colonna pour accompagner la célébration des messes. Et c'est à des Noirs qu'on va confier l'utilisation de cette guitare. Mais ces Noirs qui n'avaient pas utilisé de guitare de cette nature chez eux, parce que, rassurez-vous, au bout de 3-4 siècles, on a tout perdu de la mémoire d'Afrique, eh bien, ils ont gardé en eux quand même la sensibilité africaine. Et c'est eux qui vont créer toutes les mélodies que vous avez aujourd'hui, jusque dans la musique cubaine d'aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé par la suite le son. Mais avant le son, il y a la rumba. La rumba est entrée à Cuba à partir de 1453, à partir de 3 tambours qu'on appelait tambours yuca. Yuca, c'est 3 tambours qui sont utilisés en mode trinitaire, parce que ces tambours font partie des rites de fécondité du peuple Congo de Cuba. Donc ça a été utilisé dans un premier temps à l'intérieur des panthéons, à l'intérieur de casa, hein, c'est les maisons rituelles. Et par la suite, lorsqu'on a autorisé les Noirs à intégrer les fêtes populaires, c'est-à-dire le carnaval, beaucoup plus tard, tous les Noirs qui pratiquaient la musique avec les tambours, avec d'autres instruments qu'ils ont dû fabriquer entre-temps, ont dû les transférer dans un genre de musique qu'on appelait rumba à Cuba. Rumba, lui-même, c'est un mot qui vient de Bakongo, kumba, kumba qui veut dire le nombril. Alors, selon certaines théories, on dit que cette musique, ça désigne à la fois la musique, ça désigne à la fois l'air musical, ça désigne à la fois l'état d'esprit des personnes qui pratiquent ces rituels, ça désigne aussi une manière d'être et ça désigne aussi la fête. Aujourd'hui à Cuba, quand vous demandez à quelqu'un « je voudrais écouter la rumba », on va peut-être vous regarder avec un étonnement parce que ce mot-là ne veut rien dire. Parce que la rumba désigne tout et rien à la fois. Il faut toujours préciser, c'est soit le rythme de la rumba, c'est soit qui finalement va être clarifié beaucoup plus tard lorsqu'il va fusionner avec ce qui va devenir le son. Sortir de cette salle des conférences, les participants ont donné leur point de vue au micro de Congo Le Collet. Encore une fois de plus, suivez. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu lors de cette conférence? Oui, nous sommes aujourd'hui le 23 août 2013. Nous avons commémoré la journée de la traite négrière. Et pendant que nous nous souvenions de cette traite-là, nous sommes en train de penser aussi que la République démocratique du Congo, et pendant ce temps, il y a beaucoup de traites qui se font sous diverses formes. Par exemple, nous avons les enfants qui sont sur la route, qui sont maltraités. Nous avons les jeunes filles qui sont qu'on marie au bas âge. Nous avons des mariages qui se font où on demande pour des têtes, des dots un peu exorbitantes. Nous avons beaucoup d'autres traites que nous vivions pendant ce jour. Dans nos maisons, nous avons nos domestiques à qui nous donnons un salaire presque insignifiant. Et voilà, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons maintenant mettre tout cela dans nos consciences pour savoir comment nous devons aussi éliminer certaines traites qui sont autour de nous, que nous-mêmes nous imposons aux autres.
C'est ce que j'ai retenu de Merci beaucoup. Ça me réveille en tant que Congolais. Ça me réveille. Il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Or, toute personne a une source. Toute personne a une source. Tout peuple a une histoire. Tout pays a ses références. C'est pourquoi des choses comme ça, on doit d'ailleurs mettre ça dans des écoles secondaires, universités. C'est ça la vie. Un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire. Alors pour moi, c'est une richesse à ne pas négliger. Donc c'est pourquoi les autorités doivent prendre ça comme une richesse. Vraiment, je n'ai pas trop de commentaires à dire. Donc nous devons vivre ces choses. Et c'est important. Et surtout quand il s'agit du noir. C'est révoltant. Bien qu'on nous conseille de ne pas venger, mais nous devons considérer le blanc, la peau blanche. Ce sont des créatures que Dieu a créées, le même Dieu là qui nous a créés. Mais quand même, nous sommes censés saisir, à connaître, à maîtriser, à vivre cela et surtout à les garder continuellement. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mounapelo, je suis Sumerer à l'EP11 Ngiringiri. Bon, c'est vraiment très profitable. Je suis maintenant que notre pays était aussi frappé par l'esclavage sérieusement et puis 3 sortes d'esclavage que notre pays a subi. Alors, mais on nous demande, ce que j'ai retenu surtout, on nous dit de ne pas venger. Malgré ça, mais tout cela nous donne une leçon pour que nous sachions d'abord ce que c'est l'esclavage, comment ça s'est fait, et puis dans les années à venir, nous cherchons à amender, à avoir des solutions, afin que les choses comme cela ne se répètent plus. Et nous voyons plusieurs sortes d'esclavage qui se font chez nous, à domicile, et puis dans nos activités journalières aussi. On essaye un peu d'éviter tout ça, toutes les formes là d'esclavage. Merci, c'est au moins ce que je retiens. Merci beaucoup. Nous pouvons reconnaître, c'est-à-dire que la route, comment nos frères noirs ont quitté le continent africain, pour aller dans d'autres cieux. Et cela devrait aussi nous interpeller aussi. Parce que ce n'est pas seulement la traité négrière qui a été peut-être fait par les colonisateurs et par d'autres. Et ça continue aussi quand nous voyons tout ce qui se passe dans notre pays aussi. Et ça aussi devrait aussi nous interpeller. Que ça ne puisse pas encore revenir aussi sous autre forme. Et vraiment que c'est ça que nous, en tant que d'abord Congolais et en tant qu'Africains aussi, nous devons aussi prendre conscience de ça aussi. C'est ça peut-être aussi qui m'a tellement peut-être marqué et aussi ça me rappelle aussi l'histoire que moi j'ai apprise au niveau de 6e année. C'est très important. Merci de cette conférence. Je rappelle que c'était en commémoration de la journée internationale de la traite négrière célébrée le 23 août de chaque année. Merci à vous, chers internautes de Congolo Collé. Un grand merci à Starling Bewa derrière la caméra. Un grand merci également à Patrick Sala au montage. Je vous retrouve d'ici là pour le compte d'un autre reportage. Restez postés sur www.congolocollé.com. L'information de la RDC au féminin, c'est nous, bien sûr.